et j'appelle désormais le docteur El Amrani. Et donc, le docteur El Amrani, donc un autre Illélois, et qui va nous parler de la centralisation de la chirurgie pancréatique en France, une analyse factuelle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, très honoré d'être là aujourd'hui donc avec Guillaume Piessène, à l'Académie de chirurgie pour vous parler d'un sujet un peu d'actualité, puisque la temporalité est assez intéressante, parce qu'on est quasiment à une semaine de la mise en place des nouveaux seuils. Et je vais essayer de vous donner en tout cas des chiffres issus d'études françaises qui justifient la centralisation de la chirurgie pancréatique en 2023 en France. Alors, je pense, avant de s'attaquer à la problématique de la centralisation et de la corrélation entre le volume chirurgical et la mortalité post-opératoire, on est obligé de faire un état des lieux de la mortalité de la chirurgie pancréatique dans les études européennes. Alors, je pense qu'il y a deux sources de data qui sont disponibles quand vous analysez un peu cette problématique. Il y a des études, il y a des données, en tout cas issues d'études monocentriques, donc les gros centres européens. Donc, j'ai cité par exemple l'équipe de Heidelberg en Allemagne, M. Buchler, l'équipe de Vérone, donc M. Bessy, et aussi des data issues des essais randomisés. Alors, les principaux essais randomisés de la chirurgie pancréatique, Préopanc, donc en fait pour la radiochimiothérapie pour les malades qui ont un adénocarcinome du pancréas, l'essai Panache, l'essai français et d'autres essais. Quand vous regardez la mortalité à 90 jours dans ces études-là, la mortalité est aux alentours de 3%. Problématique de ces essais-là, c'est gros biais de sélection. On a des malades bien sélectionnés, des malades bien choisis, même dans les essais randomisés. L'autre source de data qui va vraiment nous intéresser, qui va refléter finalement la vraie vie, c'est les études médico-administratives, c'est les fameuses nationwide, donc les études issues de grosses bases de données médico-administratives, qui finalement cueillent les datas de tous les patients opérés au cours d'une année. Alors, les chiffres sont radicalement différents, sont significativement supérieurs aux datas que je vous ai montrées auparavant, c'est-à-dire que la mortalité à 90 jours, par exemple en Allemagne, elle n'est pas de 3%, elle est de 10%, donc dans un papier qui était publié en 2016 dans Annals of Surgery. On a des résultats d'autres qui sont issus de bases de données d'autres pays, donc par exemple les Américains, c'est aux alentours de 6%, les Belges de 8%, et en France, on a des données que je vais vous présenter par la suite, on est loin des 3%, on est quasiment le double, à environ 7% de mortalité à 90 jours en chirurgie pancréatique. Alors en France, on a deux gros papiers publiés, donc tous les deux dans Annals of Surgery, tous les deux présentés à la fois dans des congrès européens, mais également des congrès français. Le papier de l'équipe de Beaujean, présenté par le professeur Farge, et qui a été publié dans Annals of Surgery en 2017, et notre papier, donc lillois, qui a finalement inclus plus de 12 000 malades opérés de chirurgie pancréatique. La mortalité à 90 jours aux alentours de 7%, et quand vous regardez par typologie d'intervention, la mortalité à 90 jours de la duodénopancréatectomie céphalique qui reste finalement l'intervention majoritaire, 8%. Pancréatectomie gauche, intervention banale ou même banalisée, 3%. Pancréatectomie totale, 13% de mortalité à 90 jours. Pour la pancréatectomie centrale, on est à 3%. On a regardé aussi la mortalité par profil du malade, c'est-à-dire la comorbidité du patient, et on a beaucoup de scores. On a utilisé un certain nombre de scores, le score de Charlson par exemple, et vous regardez que plus le niveau de comorbidité du malade augmente, plus le taux de mortalité augmente de façon significative. On est aux alentours de 10% de mortalité à 90 jours pour des malades qui sont très fatigués avec des grosses comorbidités. Et dans ces publications, dans ces papiers, on a essayé de regarder quels sont les facteurs de risque finalement de mortalité après pancréatectomie en France. Et on rejoint finalement les datas de la littérature, c'est-à-dire qu'il y a 3 paramètres qui vont sortir. D'abord, le centre. Le centre, c'est essentiellement le volume, mais également le plateau technique, parce que vous allez voir par la suite, c'est très important. Il y a aussi le patient, donc le paramètre patient, les comorbidités, l'âge, etc., le sexe. Mais il y a aussi le chirurgien, un troisième élément, on va en discuter par la suite, mais on a du mal à le déchiffrer par le biais du PMSI, et dont on n'en a vraiment pas besoin, et je vais vous présenter quelques datas de la littérature. Et si on regarde finalement le volume du centre, alors un peu dichotomiser les centres en plusieurs niveaux de volume, et vous allez voir, contrairement à ce qui était publié, on a essayé de faire une répartition en utilisant un seuil calculé statistiquement.
contrairement à ce qui était publié auparavant et contrairement au seuil de 30 résections digestives, qu'on va en parler par la suite. Alors, on a réparti les centres à moins de 10 résections pancréatiques par an, donc toutes résections confondues, duodénopancréatectomie céphalique, pancréatectomie gauche et autres interventions. Et donc, entre 10 et 20, 20 à 49, plus de 50 et après plus de 20. Et vous regardez, le taux de mortalité à 90 jours, on passe de 9% de mortalité à environ 5% quand on fait plus de 20 résections digestives, avec une différence, encore une fois, bien significative. Alors, ces données françaises sont finalement, qui vont dans le sens des publications et des données de la littérature, quasiment 99%, je dirais même plus, des données de la littérature issues de bases de données européennes et occidentales, montrent une corrélation entre la mortalité à 90 jours ou la mortalité à 30 jours et le volume chirurgical. Donc, on a un impact direct, on a cette corrélation quand finalement, nous, on ne fait que confirmer en France par rapport à ce qui était publié auparavant. Alors, le deuxième paramètre, et ça, c'est un paramètre majeur qu'il faut prendre en compte, c'est les données relatives aux malades. Alors, c'est essentiellement les comorbidités du malade. Donc, comme je vous ai dit auparavant, le taux de mortalité post-opératoire à 90 jours va augmenter de façon significative pour des malades plus de 4 de score de Charlson, vraiment beaucoup de comorbidités. Vous avez des taux de mortalité qui dépassent les 10%, c'est quand même un peu à la fin. Et comme ce qu'a montré Guillaume Piessène tout à l'heure, on a essayé de regarder est-ce que cette corrélation entre le volume chirurgical et la mortalité post-opératoire, est-ce qu'elle est influencée par le niveau de comorbidité du malade? Autrement dit, est-ce que la centralisation ou le volume aurait un impact uniquement chez les malades qui sont fragiles, qui ont des taux de comorbidité très importants, par exemple ici par un score de Charlson supérieur à 4? La réponse est non. La réponse est non, c'est-à-dire que cette corrélation entre le volume et la mortalité post-opératoire, elle est constante, quel que soit le niveau de comorbidité du malade. C'est-à-dire que même pour des patients qui ont finalement quasiment peu de comorbidité, voire pas de comorbidité, le taux de mortalité est de 6% à 90 jours après pancréatectomie en France versus 3% dans les centres de haut volume, ce qui est quand même un peu très inquiétant. Et quand on regarde par contre les résultats pour les malades qui sont très fatigués, après pancréatectomie, vous passez à 12% de mortalité à 90 jours versus 7% dans les centres de haut volume, avec là encore une fois une différence significative. Donc, la corrélation, elle est indépendante du volume, indépendante des comorbidités. La corrélation entre le volume chirurgical et la mortalité à 90 jours, elle est indépendante des comorbidités et que probablement la centralisation serait bénéfique pour toutes les catégories des patients, quel que soit leur niveau de comorbidité. Alors là, on montre avec une analyse multivariée, donc le volume, indépendamment de l'âge, indépendamment des comorbidités du malade, reste un facteur vraiment prédictif de la mortalité à 90 jours. Et ce qui était un peu intéressant, c'est de regarder la combinaison entre les deux variables, c'est-à-dire volume chirurgical et comorbidité du malade, c'est que les patients opérés dans les centres de haut volume qui sont très comorbides, en fait, ils ont finalement le même taux de mortalité que les malades qui sont opérés dans les centres de très bas volume et qui sont vraiment finalement avec peu ou très peu de comorbidité. Et ça, je pense que c'est un message vraiment très intéressant à analyser, à prendre en compte. Alors, comme m'a expliqué Guillaume Piessène tout à l'heure, on a essayé d'expliquer cette corrélation entre le volume chirurgical et la mortalité post-opératoire. Qu'est-ce qui fait qu'on a une mortalité, on a une surmortalité dans les centres de bas volume? Et pour cela, on a regardé les taux de complications et surtout le taux de complications majeurs. Et finalement, on s'est rendu compte qu'entre les bas volumes et les hauts volumes et les volumes intermédiaires, le taux de complications majeures était finalement équivalent après pancréatectomie en France. Et ce qui va finalement changer, c'est la mortalité. Ce qui est finalement changé, c'est la façon avec laquelle les centres vont gérer la complication post-opératoire. Finalement, le plus important, ce n'est pas la survenue de la complication, mais finalement avec la façon avec laquelle vous allez gérer en post-opératoire. Et c'est ça qui va majorer la mortalité, malheureusement, dans les centres de bas volume. C'est toute la notion de failure to rescue, ou l'échec de sauvetage, ou finalement cette mortalité après la survenue d'une complication. Et donc, en fait, finalement, après, j'anticipe un peu, mais c'est la notion du centre et la notion du volume du centre et la notion du plateau technique du centre, en tout cas en chirurgie pancréatique, est fondamentale. On ne peut pas se limiter uniquement au volume. Il faut aussi associer au volume cette notion du plateau technique, puisqu'on ne peut pas réopérer tous les malades après pancréatectomie qui se compliquent. Et si on n'a pas de radiologie interventionnelle, si on n'a pas de réanimation, si on n'a pas d'endoscopie, on ne pourra pas améliorer les suites opératoires après pour ces patients. Et ça a été montré. Vous voyez une étude américaine qui montre en fait finalement que le failure to rescue, pour les centres qui ont une très grosse mortalité post-opératoire, est responsable d'environ 40% des cas de ces mortalités.
Et en fait, ils ont essayé de regarder quels sont les facteurs prédictifs de ce failure to rescue, ou de cette mortalité après la survenue de complications. Alors, il y a des facteurs qui sont relatifs aux malades, c'est-à-dire des patients âgés, des patients qui font un certain nombre de complications assez spécifiques au post-opératoire, mais pas que, puisque dans 24% des cas, ici, 24% des cas, le failure to rescue serait expliqué par le niveau de plateau technique dans les centres qui prennent en charge un peu ces patients. Donc, la notion, en tout cas, de la technologie disponible dans les centres est fondamentale en chirurgie pancréatique et doit être prise en compte en plus du volume chirurgical. Quand on parle de centralisation, on ne peut pas, surtout de centralisation de chirurgie pancréatique, puisque quasiment plus de 70% des malades qui sont opérés de pancréatectomie en France sont opérés de pancréatectomie pour cancer. Et ce n'est pas n'importe quel cancer, puisque la majorité de ces malades-là sont opérés, 90% d'entre eux sont opérés d'adénocarcinome du pancréas. Et donc, regarder les résultats oncologiques est toujours intéressant. Et là encore, quasiment toutes les données de la littérature vont dans le même sens. Il y a une corrélation directe entre le pronostic à long terme pour ces patients-là et le volume chirurgical. Plus le volume est important, plus le taux de survie de ces malades-là opérés pour adénocarcinome est meilleur. Alors, il nous manquait les résultats en France pour un peu essayer de boucler la boucle, parce qu'on a montré la corrélation par rapport aux résultats à court terme à 90 jours. Et on vient de présenter il y a une quinzaine de jours au Congrès européen les résultats de survie en France à partir des données de l'assurance maladie. Et en fait, on montre une corrélation, là encore, comme ce qui a été montré auparavant pour la mortalité à 90 jours. Il y a un bénéfice de centraliser les malades dans les centres de haut volume quand ils sont opérés de pancréatectomie, surtout de duodénopancréatectomie céphalique pour adénocarcinome. Donc, il y a un bénéfice oncologique pour ces patients-là. Et donc, je pense que la centralisation n'améliore pas que la mortalité à 90 jours, améliore aussi la survie des malades qui sont opérés pour adénocarcinome. Et on a regardé aussi la survie à 1, 3 et 5 ans. Alors, on s'est focalisé plus sur 1 an puisque c'est un seuil un peu composite qui reflète à la fois les données post-opératoires, mais également les résultats oncologiques. Et là encore, on a une multivariée, on retrouve une corrélation. L'impact du volume reste très important entre les bas volumes et les hauts volumes. Alors, il y a plusieurs exemples, en tout cas, de centralisation avec des résultats positifs. L'exemple, je pense, qui est le plus caricatural et le plus intéressant à prendre en compte, c'est l'exemple néerlandais. C'est très difficile d'extrapoler ce qui se passe aux Pays-Bas en France. C'est un petit pays bien organisé, 10 millions d'habitants. Mais en tout cas, c'est très intéressant de regarder un peu le résultat et surtout la façon avec laquelle ils ont, en tout cas, utilisé ce cheminement à la fois scientifique et intellectuel pour appliquer la centralisation. Donc, le process a commencé en 2011. Donc, ils ont commencé à réfléchir comment centraliser essentiellement la duodénopancréatectomie céphalique pour instaurer en 2013 donc un seuil à 20 duodénopancréatectomies céphaliques par an, donc obligatoire pour faire ça. Et bien sûr, en fait, comme a dit Guillaume Piessen, c'est toute une histoire, en tout cas toute une logique d'audit après l'instauration de ce seuil pour analyser les résultats. Et là, les résultats donc, qui ont été publiés par l'équipe de M. Besnik montrent finalement une réduction de la mortalité après l'instauration de la centralisation, une réduction de la durée de séjour et surtout une amélioration de la survie et du taux de résicabilité des patients qui sont opérés pour adénocarcinome. En tout cas, c'est des résultats très intéressants. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe en Europe, les chiffres, en tout cas, les seuils utilisés pour la chirurgie du pancréas sont aux alentours entre 10 et 20 résections par an. Alors, en France, on a toujours, jusqu'à aujourd'hui, le seuil de 30 résections de GC par cancer. Alors, on a essayé de calculer un seuil et surtout de ne pas choisir de façon arbitraire un seuil. Parce que, à mon sens, le seuil doit prendre en compte un certain nombre de paramètres pour qu'il soit applicable, qui sont à la fois en tout cas des données médicales, mais aussi des données extra-médicales, comme on va voir par la suite. Alors, on a utilisé une méthode statistique utilisée en marketing, qui s'appelle la méthode du spline. C'est une méthode un peu compliquée qui va utiliser un certain nombre c'est une régression logistique finalement, un certain nombre de paramètres, un certain nombre de variables, et surtout qui va prendre en compte le nombre de centres. Parce que c'est bien de dire on va choisir un seuil, mais si vous choisissez un seuil où il y a finalement que 2 centres qui en tout cas, appliquent ce seuil-là, ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas applicable. Donc, il fallait aussi inclure dans ce modèle logistique le volume des centres. Et en fait, on a finalement
déterminé le seuil le plus bas, c'était 23 résections pancréatiques par an. On a arrondi à 20 et on a regardé un peu la distribution à la fois des centres, mais également des patients. Donc, en fait, dans ces différentes, en tout cas, ces différents seuils. Et alors, on a pris moins de 10 résections pancréatiques par an. Alors, ce qui nous a un peu frappé, c'est que finalement, 30% des malades, 30% des patients qui sont opérés en France de pancréatectomie, ils sont opérés dans des centres qui font moins de 10 pancréatectomies par an, avec 9% de mortalité à 90 jours. En tout cas, ça mérite réflexion. Et finalement, on va dire à peu près plus de 50% des malades sont opérés dans les centres de plus de 20 résections par an. On a regardé aussi le nombre de centres. Alors finalement, il y a les centres qui respectent ce seuil de 20 résections pancréatiques. C'est quasi uniquement 12% des centres en France, ce qui reste finalement très peu, et 88% des centres ont un volume chirurgical qui est inférieur à 20 résections pancréatiques par an. Voilà, on retrouve les chiffres de distribution de malades. Quasiment 50% des malades sont opérés dans des centres qui font moins de 20 pancréatectomies par an versus 50% à peu près dans les centres qui font plus de 20 pancréatectomies par an. Alors, le seuil, c'est finalement 20 pancréatectomies, mais vu que quasiment 75% des malades sont opérés d'une pancréatectomie céphalique, c'est à peu près, on l'a arrondi aussi à 20 DPC par an. Et alors, si vous regardez la mortalité en fonction des seuils choisis auparavant pour cette intervention-là, vous avez 11% de mortalité à 90 jours après d'une pancréatectomie céphalique pour les centres qui font moins de 10 pancréatectomies par an versus 5% pour les centres de haut volume. Et si vous regardez les malades qui sont opérés pour la tumeur la plus fréquente, c'est l'adénocarcinome du pancréas, vous avez des chiffres autour de 9% pour les centres de moins de 10 pancréatectomies par an versus 5% pour les centres de haut volume, avec là encore une fois une différence très significative. Alors, quand on parle de seuil, je pense qu'il faut différencier le seuil du centre et le seuil de chirurgien. Alors malheureusement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui en France, on n'a aucun moyen, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a aucun moyen de savoir de façon précise pour un chirurgien lambda combien de pancréatectomies il fait par an dans un centre. C'est très difficile. Je pense, mis à part un travail prospectif, ça va être difficile de le déterminer. Ceci dit, on commence à avoir des datas dans la littérature, issues surtout d'études américaines qui ont comparé les résultats en tout cas du seuil du chirurgien versus les résultats du seuil du centre. Finalement, on retrouve dans quelques papiers que les chirurgiens de haut volume qui exercent dans des centres de haut volume ont probablement les meilleurs résultats en termes de mortalité post-opératoire. Ceci dit, toute la littérature ne dit pas ça. D'autres disent l'inverse, disent que probablement il y a une équivalence. Quand vous travaillez dans un centre de haut volume, il y a une équivalence en termes de résultats post-opératoires de mortalité à 90 jours entre le chirurgien de haut volume et le chirurgien de bas volume pour la pancréatectomie, ce qui sous-entend ce qu'on a dit auparavant, c'est que le volume du centre est probablement beaucoup plus important parce que ça englobe cette notion de plateau technique. Alors, on a une belle méta-analyse qui a essayé de résumer tout ça. Si vous êtes un chirurgien de haut volume, vous avez des mauvais résultats quand vous travaillez dans un centre de bas volume par rapport à un centre de haut volume. En revanche, quand vous êtes un chirurgien pancréatique, là encore, quand vous êtes un chirurgien pancréatique avec un volume bas, mais que vous travaillez dans un centre de haut volume, probablement que le volume du centre va un peu masquer votre taux de mortalité, diminuer votre taux de mortalité par cette notion de plateau technique. Donc, à mon sens, la notion, en tout cas, du volume du centre, elle est beaucoup plus importante que la notion du volume du chirurgien en chirurgie du pancréas. Quand on parle de centralisation aussi en chirurgie pancréatique, je pense qu'il va falloir différencier les procédures chirurgicales. On a deux procédures qui ont des taux de mortalité très différentes, la duodénopancréatectomie céphalique et la pancréatectomie gauche. Alors, on a beaucoup de data dans la littérature, y compris des data issues du PMSI qu'on a publié il y a quelques années maintenant pour regarder est-ce qu'il y a un impact du volume chirurgical sur la mortalité après pancréatectomie gauche. La majorité de la littérature dit non, probablement pas d'impact sur la mortalité à 90 jours. Donc, piste de réflexion, probablement que le seuil doit impliquer plus la duodénopancréatectomie céphalique que la pancréatectomie gauche, au moins dans un premier temps, parce qu'on n'a pas d'impact du volume chirurgical sur le taux de mortalité à 90 jours après pancréatectomie gauche. Quand on parle de centralisation, je pense qu'un des paramètres qu'il va falloir aussi prendre en compte, c'est regarder pourquoi les gens vont dans un centre de bas volume pour une chirurgie aussi morbide et aussi mortelle.
Alors, on a essayé de regarder quelles sont les caractéristiques de ces malades-là qui vont dans les centres de bas volume. Alors, c'est comme ce qui a été dit auparavant, les gens qui vont, en tout cas les patients qui vont dans des centres de bas volume, c'est des patients âgés, c'est des patients qui ont trop de comorbidités, beaucoup de comorbidités, c'est des patients qui sont pauvres, qui ont un niveau socio-économique bas, c'est des patients qui habitent aussi dans des régions avec une densité médicale moins importante, c'est des patients qui habitent très loin d'un centre de haut volume, hein, qui ne vont pas se déplacer. Donc, voilà. Et c'est aussi des patients qui habitent dans des zones rurales. Donc, ces paramètres-là, en plus de tout ce qu'on a dit auparavant, il va falloir les prendre en compte aussi. Parce qu'un processus de centralisation, ça implique des données médicales, mais aussi des données sociétales, des données médico-économiques. Et c'est vraiment des éléments, en tout cas, très importants à prendre en compte dans un processus de centralisation. Alors, on a eu en 2018 une espèce de conférence de consensus qui a été présentée au Congrès européen pour la centralisation de la chirurgie lourde, en disant qu'il va falloir probablement parler de centralisation par organe plutôt que par intervention. Bon, on peut être d'accord comme pas d'accord, on peut en discuter tout à l'heure. La politique du seuil est indispensable, hein, donc il va falloir déterminer un seuil, quel que soit le seuil, mais il va falloir déterminer un seuil. Alors, un seul centre dans une région, il va falloir probablement plusieurs centres experts pour garantir un accès aux soins qui est équitable et qui tient la route. Des normes d'équipement, donc la notion du plateau technique est à prendre en compte. On ne peut pas se limiter uniquement au volume chirurgical et négliger cette notion du plateau technique. Donc, la capacité d'offre multidisciplinaire, le réseau, un espèce travaillant en réseau de soins. Alors, on va arriver sur la notion d'obligation légale plus qu'une recommandation, puisque une simple recommandation ne sera pas probablement suivie. La notion d'évaluation, de database, de registre, donc, doit être en tout cas mise en œuvre. L'évaluation de la qualité par la suite, l'égalité du soin, assurer une égalité des soins pour les malades et bien sûr penser à la formation des chirurgiens dans les régions où on applique ce processus de centralisation. Alors pour conclure, l'amélioration des suites post-opératoires dans les centres de volume, c'est un fait qui finalement, on ne fait que confirmer les datas de la littérature de façon indépendante des comorbidités. Toutes les catégories de patients en termes de comorbidité en tout cas, vont bénéficier du processus de centralisation. Notion, en tout cas, en chirurgie pancréas, du plateau technique est indispensable, il faut prendre en compte, et surtout de la radiologie interventionnelle. On a des résultats positifs, donc à probablement essayer de prendre en compte en Allemagne, aux Pays-Bas. Alors, la question, c'est par qui commencer. À mon sens, la pancréatectomie gauche n'est pas à centraliser, au moins dans un premier temps. La duodénopancréatectomie céphalique est associée à des risques de mortalité, de morbidité très, très importantes, et c'est l'intervention princeps en chirurgie pancréas. Donc, je pense qu'il va falloir commencer par cette intervention-là. Alors, peut-être dans un premier temps, commencer par des malades fragiles qui ont 12% de mortalité dans les centres de bas volume, peut-être. Alors, la notion du seuil est importante. Alors, le seuil de 30 résections digestives par an, alors on l'a dit dans tous les congrès en France, on l'a dit dans tous les congrès européens, c'est probablement très intéressant, mais le seuil, en tout cas en lui-même, n'est pas pertinent puisque, comme a dit Guillaume Piessel, on a essayé de regarder quel est le seuil commun pour réduire la mortalité dans toutes en tout cas les chirurgies digestives majeures, les 6 résections digestives majeures. On est très, très loin de 30 résections digestives par cancer, donc il faut avoir quasiment 200 résections par an. 200 résections, c'est inimaginable, c'est inapplicable en France. Mais en tout cas, on est très loin de ce seuil de 30. Alors, la notion de centralisation va coûter de l'argent. Il va y avoir un déplacement de population parce que, en tout cas, si on utilise le seuil de 20, par exemple, c'est redériver quasiment 50% des malades dans quasiment 10 à 12% des centres, ce qui est un peu difficile. Et le déplacement de la population va coûter de l'argent et surtout va nécessiter, surtout pour des personnes parfois très âgées, un déplacement très important. Et alors là, les convaincre surtout de se déplacer dans un centre qui est, par exemple, parfois à plus de 100 km de chez eux, ce qui parfois, c'est une mission parfois un peu difficile. Alors, il faut choisir un seuil qui doit être raisonnable, puisqu'on a des données de la littérature qui montrent que dans certains pays, quand on a choisi un seuil qui est inadapté, parfois très élevé, les résultats sont contradictoires.
on a une difficulté d'accès aux soins, donc on péjore le pronostic du malade, on augmente le délai d'attente, on diminue l'accès aux soins, et donc le seuil, il faut qu'il soit raisonnable. Alors, 20 résections pancréatiques par an, est-ce que c'est raisonnable? C'est peut-être un peu beaucoup, mais 5, c'est très bas. Donc on va pouvoir peut-être en discuter tout à l'heure, mais peut-être qu'un seuil entre les deux serait probablement raisonnable. Merci beaucoup, docteur El Amraoui. Pardon. Je vais finir avec 2 diapositives, et après c'est bon. Donc, les paramètres à prendre en compte. Parce que j'avais marqué 0, là. Mais vraiment, 30 secondes, j'ai fini. Donc, les paramètres à prendre en compte, le choix du patient et la formation des chirurgiens, comme a dit Guillaume Piessène tout à l'heure. Alors, il y a des alternatives. On a proposé quelques alternatives, des centres intermédiaires, des benchmarking, c'est-à-dire proposer des résultats optimaux à atteindre. Pourquoi pas? Le recours post-opératoire, on nous a déjà proposé ça. Pourquoi ne pas, au lieu de centraliser les malades avant la chirurgie, à centraliser la complication? On l'a montré, ça ne marche pas. Plus de 50% des malades, avant d'être transférés dans un centre de volume, sont réopérés. Leur mortalité, elle est très importante. Donc, la centralisation de la complication après chirurgie pancréatique n'est pas une solution en France. Et je pense qu'il faut faire autre chose. Bien sûr, travailler en réseau de soins, ça, avec les centres peut-être intermédiaires en bas volume, aussi, ça permettrait en tout cas de mieux organiser la filière et centraliser les malades avant une chirurgie, avant la duodénopancréatectomie. Donc, je termine là-dessus. Enfin, merci. Merci beaucoup pour cette belle communication. Moi, je ne suis pas sûr que ça coûtera plus cher quand on centralisera. J'aurais plutôt, sans aucun chiffre, l'impression que ça coûte moins cher. Mais bon. Dans une phase initiale. Y a-t-il, monsieur le secrétaire perpétuel, est-on fort aujourd'hui? Vous avez dit que les patients ne souhaitaient pas aller loin, éventuellement. Pourquoi vous dites ça? Parce que, en fait, il est clair que le système de santé n'est pas organisé pour. Hein. D'ailleurs, les tarifs des ambulances là, viennent d'être réduits. Mais qui vous a dit que les patients n'étaient pas prêts à faire 100 km comme les Allemands, les Danois, etc., pour les faire opérer dans un centre qu'on lui recommande? Alors, on n'a pas de données scientifiques pour le dire. Après, c'est des expériences personnelles qui croisant des patients parfois très âgés, le déplacement les fatigue. Et donc, même si vous leur montrez les chiffres de mortalité, je ne suis pas sûr qu'ils vont se déplacer à plus de 100 km pour avoir une chirurgie lourde. Ah, ça, c'est mon avis personnel. Donc, voilà, ce n'est pas basé sur des datas scientifiques. Parce que vous avez clairement démontré qu'ils veulent se faire opérer dans un centre à Bonville et ça valait le coup de faire le trajet. Oui. Donc, à partir du moment où médicalement ça vaut le coup, c'est le rôle des médecins d'expliquer aux patients qu'on ne va pas leur poser la question. D'autant plus que je ne suis pas sûr que c'est une solution non plus. Hein. D'autant plus que par rapport à d'autres pays, notre système de sécurité sociale permet la prise en charge, permet les déplacements. Et donc, ce système, on a quand même un très bon système de santé qui permet justement à ces malades d'aller dans des centres de référence. Docteur Cofinal. Oui, merci pour cette belle présentation. Et je veux dire, ce que je trouve très intéressant, au-delà, je veux dire, de cette problématique de chirurgien qu'on a de seuil, on opère mieux dans les centres ceci, les centres cela. Je pense que toute la partie, elle a été très courte, mais qui est de réalité de santé publique derrière, est absolument fondamentale. Je crois que quand on voit quand on prend le nombre de patients qui, en prostatectomie, si ça devait rester une intervention chirurgicale, devrait être déplacée, quand on voit l'ensemble des cancers pancréatiques, on peut penser à additionner l'ensemble de ces patients. On rentre dans des problématiques qui nous font réfléchir complètement différemment. Je veux dire, on a eu une vision idéale, effectivement, du seuil, du centre, etc. Et on le comprend, les chiffres parlent. Mais la réalité, c'est bien autre chose. Je pense que et on doit rester dans un problème de démocratie sanitaire, dans des problèmes de pertinence des soins à travers un tissu qui est vraiment difficile c'est pas simple à restructurer. Je pense, je n'ai pas de réponse du tout, mais je veux dire que cette réflexion-là est vraiment excessivement importante parce que c'est elle qui nous remet dans le réel. Ouais. Et au-delà de ça, parce que là, on parle de malades qui sont opérés. Vous savez, en fait, pour l'adénocarcinome du pancréas,
à peu près 20%, on opère 20% des malades. 80% des malades ne sont pas opérés. 80%, si vous prenez la moitié, sont métastatiques, donc ne sont pas dans les rails de la chirurgie. Il va rester 50% qui sont avec des tumeurs localement avancées ou borderline, comme on les appelle. Ces malades-là, on arrive à les ramener à la chirurgie. Donc, je vous laisse réfléchir sur toute la difficulté de ramener ces malades après, c'est-à-dire de mieux mieux préciser le stade avant la chimiothérapie, les adresser après. Donc, voilà, c'est au-delà de la problématique chirurgicale, c'est une problématique oncologique de la prise en charge des malades vraiment avec un cancer du pancréas en l'occurrence. Donc, voilà. Une question. Oui, merci. Micro, parce que sinon, ils ne m'entendent pas. Merci et bravo pour cette présentation. Juste une question, j'ai été frappé par l'utilisation du score de Charlson. Alors, d'autant plus frappé que c'est un test qui demande une diffusion au CO. Et la diffusion au CO, à ma connaissance, il y a 25 en France, il y a 25 établissements qui sont capables de le faire et qui donnent des rendez-vous à 3 semaines, 1 mois. C'est l'ancien greffeur de moelle osseuse qui vous parle. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point avoir des malades qui ont tous un score de Charlson établi ne constitue pas une espèce de biais de sélection, parce que ça suppose une préparation particulière. Alors, est-ce que c'est un score de Charlson modifié et sans la diffusion au CO? Auquel cas, tout ce que j'ai dit et rien, c'est pareil, mais ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'avoue, c'est une question de spécialiste. Il faut que je demande la réponse à notre équipe statistique, une équipe de DIM qui a fait les analyses, mais je suis sûr que c'est un Charlson modifié, ça c'est sûr. Mais après, sur la spécificité, je ne peux pas m'avancer. Mais en tout cas, pour nous, ça a été le moyen, en tout cas le plus simple, de refléter les comorbidités tout en ne pas se focaliser sur une comorbidité, mais plutôt un groupe homogène de comorbidités. Voilà. Ce n'est pas le score que je discutais, c'était vraiment le… Alors, il y a de nombreux chirurgiens qui nous suivent en vidéo et j'ai des questions. Donc, je vais commencer par le professeur Christian Espagno. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je voulais poser une question et faire une remarque. Depuis le début de notre séance, on évoque un certain nombre d'acteurs qui paraissent importants pour convaincre de la nécessité de réorganiser les choses sur le plan sanitaire et de convaincre qu'il est nécessaire de mettre en place un certain nombre de centres avec des seuils et un environnement suffisant. On a parlé des sociétés savantes, des CNP, des politiques, des élus locaux, mais il y a des acteurs, un acteur dont on ne parle jamais et qui me paraît important. Moi, dans ma pratique, en particulier sur les interventions lourdes, dans 95% des cas, les malades, ils allaient où leur médecin traitant leur disait d'aller, et même s'il fallait faire 150 ou 200 km pour venir à Toulouse, ça ne leur posait pas de problème à partir du moment où leur médecin leur avait vivement conseillé de venir là. Et je pense qu'on aurait intérêt aussi à agir auprès de ces médecins traitants, de ces médecins généralistes, à faire des communications de façon à les convaincre que dans l'intérêt de leurs patients, ils doivent les orienter vers des centres de référence. Complètement d'accord. Je pense que c'est toute une information qui doit passer en tout cas sur tout le réseau qui prend en charge ces malades-là. Et donc voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je pense qu'une information auprès des médecins traitants est indispensable parce qu'on a tous les jours à nos consultations des malades qui ont des tumeurs, alors parfois un peu borderline ou localement avancées du cancer du pancréas, qu'on voit après plusieurs mois du diagnostic, parfois même sans chimiothérapie parce que leur médecin on dit, par exemple, que la tumeur n'était pas résécable et jamais résécable, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que l'information auprès des médecins traitants est indispensable pour essayer de mieux organiser un peu les choses. Professeur Richard. Oui, alors je voulais insister sur le même point, donc je n'y reviendrai pas. Il y a un autre point qui est important et dont on avait parlé à la DGOS, mais qui ne nous a pas suivis, elle nous a suivis sur le registre, mais pas sur ça, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, et d'ailleurs vous l'avez sous-entendu, c'est qu'il y a aussi de temps en temps des
des barrages dans les différentes structures hospitalières et que ça ne remonte pas forcément toujours suffisamment bien. Et que si le système en 3 niveaux avait été mis en place, on pouvait imaginer que ça aurait facilité le passage. Et puis le dernier point, c'est celui des hôtels hospitaliers. Vous savez qu'il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait eu tout un mouvement, mais qui avait été un peu bloqué à l'époque par la CNAM, côté remboursement, sur les hôtels hospitaliers pour accueillir les malades avant leur hospitalisation ou les familles des malades, et notamment pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent être accompagnées quand la gravité de leur affection faisait qu'elles ne pouvaient pas être traitées localement. Je pense qu'il faudra aussi qu'on agisse sur cette diffusion des hôtels hospitaliers qui marchent bien, notamment dans les pays du Nord, et qui permettent de pallier, avec les ambulances bien sûr, à l'éloignement de certaines personnes ou en milieu rural. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Oui, non, mais François, excuse-moi, mais ça marche en France aussi. Oui, mais pas très très bien encore. Bah, mais moi, je suis dans une région où ça marche très bien. Ah bah, tu as de la chance. Et les Lillois et tout ça hochent la tête. Si, on a une. Oui, nous aussi, à merde. Hein. Si, alors, voilà, toutes les solutions sont bonnes pour améliorer les choses, mais oui, effectivement, ça peut être en tout cas, ça peut faire partie des solutions à proposer pour faire de la centralisation un process qui marche en France. Dernière question. Encore félicitations pour votre présentation. Je dois avouer, quand j'entends tout ça, comme je vous l'ai dit, je viens de la Suisse, j'ai travaillé en Allemagne. Un des facteurs premiers que nous on a, c'est le financement de tout ça. Ça veut dire les hôpitaux, on a un budget. Alors on sait, on a à peu près tant de cancers à opérer. Tout ce qui sera au-dessus, on va ruiner l'hôpital. Et hier, encore dans les journaux locaux de Zurich, il y avait un appel de la faculté de Zurich. On a besoin de 200 millions pour survivre. Ça veut dire si tous les cas sont centralisés, est-ce que ces hôpitaux vont survivre ? Est-ce que vous avez un programme de financement pour ça? Est-ce que les budgets sont augmentés? Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que les budgets sont augmentés. Après, on est en train de faire une étude médico-économique pour essayer de un peu simuler le coût que ça va coûter à nos sociétés, à l'État, si on centralise en fonction du seuil. Et ça, je pense que c'est important. Mais moi, je reste persuadé que ça va coûter énormément d'argent. Et surtout, si on prend le seuil de 20 résections pancréatiques par an, c'est déplacer 50% de la population dans les centres de haut volume. Et les centres de haut volume, au jour d'aujourd'hui, nous, on travaille dans un centre de haut volume. Déjà, avec nos seuils actuels, on n'y arrive pas. Je me demande comment on va pouvoir faire si on n'a pas de plus de moyens, de plus de réorganisation, en tout cas, si un procès de centralisation se met en place. Donc voilà, oui, ça va coûter énormément. À mon sens, ça va coûter beaucoup d'argent. Et donc, il va falloir prévoir un budget pour ça. Attendez, je vais quand même défendre les Français qui font un énorme effort financier. Et il faut savoir qu'actuellement, l'Ondam est de 3 fois supérieur à l'inflation. Donc, moi, je veux bien, mais on dit, bon, Guy va compléter. Non, mais il faut voir aussi le gain. Oui. C'est toujours des complications. Oui. C'est énorme. Et je pense qu'on doit aller au forfait. Ah oui, parce que s'il n'y a pas de micro, personne n'entend à l'extérieur. Et je pense qu'il faut aller au forfait en chirurgie, où on paye le prix du séjour plus le prix des complications divisé par leur fréquence et sur une année avec des consultations de suivi. C'est ce que l'on faisait dans mon hôpital pour les patients étrangers. Je peux vous dire que c'est très vertueux parce que ça vous oblige à bien faire. Car si vous reprenez votre malade 10 fois, le directeur vient vous voir en disant vous arrêtez parce qu'on n'est pas payé. Le seul moyen en chirurgie, c'est ça. La qualité, c'est le forfait. D'accord. Merci. Pas de discussion. Merci, le docteur El Amrani.